caprice de l'autorité, la princesse Stéphanie de Bada. 22. Dans la journée, il y a beaucoup question des matelots anglais du Northumberland qu'on nous avait donnés comme domestiques et qu'il s'agissait de nous retirer en cet instant. Ils étaient importuns avec nous en vertu d'un contrat réciproque qui liait les deux parties peu un an. Mais nous sommes en dehors du droit commun. Le gouverneur disait que l'admiral les demandait absolument. L'admiral disait qu'il les laisserait si le gouverneur le voulait. On nous donnait des soldats en échange, mais on nous les a pris, rendus, repris et rendus de nouveau, sans que nous puissions deviner ce qu'on voulait. Mais trouvons chez l'empereur, étant attendant son dîner, la conversation est tombée sur l'établissement de Madame Campan. Les personnes qui y ont été élevées de fortune que l'empereur a faite à plusieurs d'entre elles, et il s'est arrêté particulièrement sur Stéphanie de Beauharnais, devenue princesse de Bada, qui a dit d'affectionner beaucoup, et il est entré dans un grand nombre de détails à son sujet. La princesse Stéphanie de Bada avait perdu sa mère, n'étant encore qu'enfant, et fut laissée par elle aux soins d'une anglaise. Son amie intime, celle-ci, fort riche et sans enfant, l'avait en quelque sorte adoptée et devait confier son éducation à d'anciens religieux dans les médias de la France à Montauban, je crois. Napoléon encore premier consul entendit en June Joséphine, dont elle était la parente, mentionner cette circonstance. Comment pouvez-vous, s'écria-t-il, permettre une pareille chose? Quelqu'un de votre nom à la charge d'une étrangère, d'une anglaise. En cet instant, notre ennemi, ne craignez-vous pas que votre mémoire en souffre un jour? Et aussitôt un courrier fut expédié pour amener le jeune enfant aux Tuileries. Mais les religieuses ne voulurent point s'en dessaisir. Napoléon eut pris les informations et autorisations nécessaires et bientôt il faut expédier un second courrier au préfet du lieu avec ordre de se saisir à l'instant même de la jeune Beauharnais au nom de la loi. Or, telles étaient par les circonstances du temps, certaines éducations et les opinions qu'elle cherchait à créer, que la jeune Stéphanie ne se vit pas réclamer sans douleur et qu'elle ne vit pas sans effroi celui qui se disait son allié et voulait être son bienfaiteur. Elle fut placée chez Madame Campan à Saint-Germain. On lui prodigua toutes sortes de maîtres, et elle n'en sortit qui put jeter un grand éclat par sa beauté, sa grâce, son esprit et ses vertus. L'empereur l'adopta pour fille et la maria au prince héréditaire des Bada. Le mariage durant quelques années fut loin d'être heureux, mais avec le temps, des préventions disparuront. Les époux se réuniront et ils n'ont plus eu de cet instant que regretter le bonheur dont ils s'étaient en privé. La princesse de Bade aux conférences de Fürth avait été fort distinguée par l'empereur Alexandre, son beau-frère, qui lui prodiguait des véritables attentions. On ne savait peu et oubliait les gens dirigeant la haute politique lors de nos désastres de 1813. Craignons l'entrevue d'Alexandre avec la princesse de Bada. À Mannheim, chercheront à détruire à temps son influence par des rapports
mensongers et des propos inventés que lui aliéneront l'esprit de ce monarque, aussi lors de l'arrivée d'Alexandre à Mannheim dans sa marche triomphale vers Paris. La princesse Stéphanie fut loin d'en être bien traitée. Elle peut s'en trouver blessée dans ses sentiments, mais sa fierté demeure tout entière et alors commença puis son mari une véritable gloire de caractère. Les personnages les plus augustes les circonviendront de toutes parts et l'importuneront longtemps puis qui répudia la femme qu'il avait reçue de Napoléon, mais il s'y refusa constamment, répondant avec une noble fierté qui ne commettrait jamais une bassesse qui répugnait autant à sa tendresse qu'à son honneur. Ce prince généreux, auquel nous n'avions pas rendu assez de justice à Paris, a succombé depuis sous une maladie longue et douloureuse. Et la princesse lui a prodigué jusqu'au dernier moment de ses propres mains les soins les plus minutieux et les plus touchants qui lui ont mérité la plus vive affection de ses proches et de ses peuples. Elle avait embelli l'exercice de la souveraineté, elle a honoré son caractère de femme et de fille. Elle a professé dans tous les temps la plus haute vénération et la plus vive reconnaissance pour celui qui, au sommet d'un pouvoir sans borne, l'avait bénévolement adopté pour fille. Fin 3. L'empereur fit venir sur les 2 heures dans sa chambre. Il me trouvait l'air malade. Il était lui-même, il avait mal dormi. Il a fait sa toilette, mais disons que cela le remettrait. De là, nous sommes passés au jardin. La conversation l'a conduit à dire que nos mœurs voulaient que le souverain ne parût que comme un bienfait. Les actes de rigueur devaient passer par les autres. La clémence devait lui demeurer. C'était son premier domaine. À Paris, on lui avait reproché parfois, disait-il, certaines conversations, des paroles qui n'auraient pas dû. Il est vrai, exprimait lui-même. Cependant, ajoutait-il, sa situation personnelle et son extrême activité, la plupart de ses actes qui venaient tout réellement de lui, auraient dû lui faire passer, disait-il, bien des choses. Du reste, il rendait justice au tact extrêmement fin de la capitale. Nulle part, sans doute, observait-il, il ne se trouvait autant l'esprit ni plus d'égout qu'à Paris. Il se reprochait la scène de Portales au Conseil d'État. Moi, je l'avais présente, je lui disais l'avoir trouvé en quelque sorte paternelle. Il y avait pourtant quelque chose de trop attiré pris, juste de m'arrêter avant de lui commander de sortir. La scène eut dû finir, puisqu'il ne se justifiait pas par un simple « c'est bon ». Il ne dut trouver le châtiment que chez lui. Le souverain a dû jeter des palais aux colères. Peut-être étais-je excusable dans mon conseil. J'y étais en famille, ou bien peut-être encore mon cher. Après tout, cela demeure-t-il une vraie tort de ma part. On a ses défauts, la nature a ses droits.